Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Dr Mamadou Ndiaye. Mamadou Ndiaye est expert en vaccinologie pratique. Il est spécialiste en santé publique, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Monsieur Ndiaye, bonjour. Bonjour Bayoumar, j'en profite pour dire bonjour également à tous vos auditeurs, à tous les Sénégalais, leur souhaiter également une excellente année 2021, année de santé surtout et de paix. L'heure est grave, docteur Ndiaye. Oui, en effet, on peut dire que l'heure est grave compte tenu du contexte dans lequel nous sommes actuellement. Oui, un contexte difficile, docteur Ndiaye, surtout avec les chiffres d'hier. 328 contaminations à la date d'hier, soit un taux de positivité de 12,84%, 13 décès. Oui, docteur Ndiaye, dites-nous, a-t-on atteint le point culminant aujourd'hui? C'est la question la plus difficile à laquelle on n'a pas toujours trouvé réponse depuis le début. Le point culminant, c'est le point où pratiquement au-delà duquel on ne peut plus aller. C'est ça. Or, on avait pensé peut-être que d'après ce que nous avons vécu après bientôt les 12 mois d'épidémie, que les chiffres seraient quand même actuellement en train de prendre une pente décroissante de jour en jour et régulièrement. C'est le contraire. C'est le contraire. Et hier, nous avons atteint un chiffre qu'on n'a jamais atteint depuis le début de cette pandémie. Avez-vous été surpris? Non. J'avais dit que cette semaine, personnellement, avec mes proches collaborateurs, j'avoue, et c'était même en une réunion publique, que j'avais dit que cette semaine, je pense qu'on atteindra un chiffre qu'on n'a jamais eu. Et vous me direz peut-être pourquoi, je m'explique. Pourquoi? Parce que nous avons quand même manipulé les chiffres depuis 12 mois. Nous avons pratiquement bientôt 12 mois ou 11 mois, si vous voulez, 11e mois, que nous analysons régulièrement les chiffres. Alors, et on les prend journalièrement. Le plus souvent, les week-ends, samedi et dimanche, compte tenu que certaines équipes étaient toujours en veille, que certains malades même par nature dans notre société, si on est malade un samedi ou un dimanche, on dit bon, j'attends lundi ou mardi, etc. Alors, nous avons atteint le week-end passé, un samedi, des chiffres assez effarants, n'est-ce pas? En fin de semaine, un dimanche également, je me suis dit que, écoutez, on n'a jamais atteint un dimanche ou un samedi des chiffres pareils. Donc, si un samedi, un dimanche, on atteint des chiffres très élevés, ça veut dire que des jours ouvrables, il faut s'attendre à des chiffres supérieurs. Et je dis donc que ces chiffres qu'on n'a jamais atteints un samedi ou un dimanche augurent durant cette semaine ou en fin de semaine des chiffres qui vont en tout cas crever le plafond. Oui. Et c'est pratiquement ce qu'on a pu observer. Bon, on ne peut pas dire que ça s'arrête là, on le souhaite bien sûr, mais en tout cas c'est assez sérieux et inquiétant. Assez sérieux, assez inquiétant. Pourtant, des mesures sont prises aujourd'hui. Êtes-vous en train de sentir l'impact de ces mesures? Pour l'instant, on ne peut pas sentir l'impact des mesures qui sont prises parce qu'il faut un minimum de temps pour que ça puisse avoir l'effet. Mais par contre, nous avons senti l'impact du relâchement des mesures qui étaient préconisées avant, notamment le port de masque, la diminution des transports urbains, interurbains, le fait que tout le monde soit regardant par rapport aux mesures, peut-être les gens observaient certaines choses. Nous avions senti donc, ça avait coïncidé avec une période peut-être on peut dire de baisse ou bien etc. Mais nous avons senti quand même que ces mesures avaient, avec une conjonction de facteurs, abouti à une diminution peut-être, ou en tout cas avaient impulsé une pente douce à la progression de la pandémie. Mais aujourd'hui, on voit que, parce qu'aussi il y a une chose, quand on laisse des mesures données, pour que les gens se reprennent, il y a toujours un temps de latence. Donc nous pensons que nous n'avons pas encore atteint, peut-être que la mobilisation est encore insuffisante, elle va faire ses effets peut-être dans les prochaines semaines peut-être, ou prochains jours, mais pour l'instant, les choses sont un peu accrochées. Oui, on reste sur les chiffres, docteur Mamadou Ndiaye. 13 décès. Le Sénégal n'est pas habitué à ce type de situation. Comment êtes-vous en train de les gérer à ce niveau précis, 13 décès? Oui, à ce niveau de données, 13 décès, c'est ce qu'il fallait redouter. C'est ce phénomène contre lequel
ont lutté depuis le début, en mettant l'accent sur la détection précoce, que les gens consultent tôt, que les structures également restent en état de veille permanente. Pratiquement, c'est ce qu'il fallait faire. En tout cas, que tout le monde puisse prendre la chose à sa juste valeur et également l'apprécier sur la dangerosité de cette affaire. Bon, malheureusement, ça s'est passé comme ça. Et qu'il fallait également savoir que c'est une maladie qui est assez méchante. Dès que le nombre de cas augmente, conséquemment, le nombre de décès va augmenter. Oui. Donc ça, c'est évident, c'est un corollaire donc il faut freiner la progression des cas d'abord. Oui, c'est le défi. C'est le défi et pouvoir atteindre, pour pouvoir en tout cas aller vers une gestion plus rationnelle des cas. Parce que aussi, pour peu que les cas augmentent, les services seront un peu en pression et en tension. Justement. En pression et en tension, peut-être. Est-ce le cas aujourd'hui? Oui, au début. Surtout du point de vue de la fréquence des lits, de l'occupation des lits. C'est ça. Oui. Tous les centres de traitement ont été... Les CTE. Les CTE ont été rappelés et réactivés pour qu'ils se remettent à niveau. Mais vous savez que, encore une fois, le temps que les choses se mettent en place et atteindre la vitesse de croisière, ça peut prendre un peu quelques temps. Mais il se trouve également qu'entre autres, même si ce n'est pas surtout ça, un des éléments encore sur lequel il faut insister, c'est le fait que les gens viennent encore de manière tôt au niveau des structures de santé. Et qu'ils détectent les premiers signes. Rappelez-nous ces premiers signes. Ces premiers signes, c'est pratiquement, on peut dire, c'est banal, c'est pratiquement une petite fièvre ou une fièvre parfois sérieuse. C'est bénin. Les gens le considèrent comme étant bénin. Un rhume au Sénégal, les gens le considèrent comme encore un bénin. Même une fièvre, des maux de tête, des frissons, on se dit que c'est bon, c'est un petit palu, une petite grippe. À tel point qu'on essaye de faire une petite automédication d'ailleurs. On va chercher un médicament pour baisser la fièvre. Pour le rhume, les gens te conseilleront certaines de nos potions un peu particulières. Prenez ça, etc. Alors, dans l'entendement populaire, le rhume ou le palu, sibiru comme on dit en Wolof, etc., c'est des choses qui encore sont banalisées. Or, cette maladie, elle nous vient sous ce tableau pseudo-grippal ou palu. Palu et grippe, ça se ressemble. Ça va très vite. Et ça va très vite. Oui. Alors, un des éléments également importants, c'est le goût qui disparaît. Ça aussi, on le rencontre un peu dans le rhume. Là, c'est plus prononcé dans cette maladie, n'est-ce pas? Mais souvent, puisque les gens, quand ils sont enrhumés ou bien quand ils ont une petite grippe, ils ont un goût un peu, etc., ils pensent toujours... Or, il faudra être très attentif par rapport à ça et essayer de se faire détecter très tôt. Oui. C'est ça qui fait que les gens essaient de calmer un ou 2 jours, mais c'est après quand parfois... les choses sont assez avancées et surtout quand ils commencent à avoir quelques difficultés respiratoires et là ça pose un peu problème. Surtout ceux-là qui développent d'autres pathologies chroniques ou voilà. Surtout ceux également qui ont quelques pathologies chroniques, n'est-ce pas? Si on a une petite maladie sous-jacente, si elle était équilibrée, c'est encore pas mal, mais s'il se trouve même parfois qu'on avait négligé ça, qu'on était un peu déséquilibré, voyez, cette maladie, elle peut venir trouver une qui est déséquilibrée, ou bien elle vient même, elle la déséquilibre. Voilà donc un certain nombre de facteurs qui peuvent vraiment... Ce qui nous amène à parler du virus, la nature de ce virus. Un virus qui est devenu finalement assez tenace. Il est assez méchant pour le dire. Oui. A-t-il muté finalement ce virus? Bon, on ne peut pas le dire actuellement, puisque, enfin, jusqu'à présent, les données probantes que nous avons de nos laboratoires nous font dire que nous n'avons pas encore rencontré de mutant à ce jour au Sénégal, d'après les dernières données dont nous disposions. Mais ça ne s'est pas exclu que ça apparaisse un jour, parce que ça fait partie du suivi des virus. Les virus, quand on les suit dans une épidémie, on fait les diagnostics, mais on fait ce qu'on appelle une veille. La veille, c'est de voir, est-ce que vous avez toujours le même ennemi qui est toujours là? Est-ce que c'est toujours le même? Est-ce qu'il n'a pas changé de visage? Ça fait partie. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les gens ont pu détecter que, effectivement, ce virus, ça fait partie du suivi
d'une épidémie, surtout provoquée par un virus comme celui-là. Il faut suivre les cas, comment ça progresse, comment les tendances font, etc., comment on les gère. Matraquage. Mais ayez l'œil attentif sur le virus, que vous avez toujours le même virus. C'est extrêmement important que ça puisse, surtout que quand il mute, il peut être encore un peu plus dangereux comme on le prête actuellement. C'est la souche dont on parle finalement. Oui, c'est souche. Les virus de la grippe, c'est d'ailleurs comme ça. Vous voyez, le coronavirus actuellement dont on parle, c'est des coronavirus qui existent, c'est des familles de virus qui existent, qui sont là, qui nous infectent de manière régulière, qui nous infectaient de manière régulière et qui nous infectent même actuellement de manière régulière. Mais celui-là, il est venu, il est apparu et il nous a fait, il s'appelle un nouveau parce qu'il a muté, pour devenir nouveau. Mais il est en train de distraire parce que en mutant déjà, on dit que voilà, il est nouveau, il a muté. Pendant que les gens sont rivés sur lui, en train de faire toutes les acrobaties pour le contrer, etc. Soudain, on voit qu'il a eu également un autre visage quelque part. En tout cas, il a donné naissance à un autre type qui est là, qui provoque la même chose et même dont on dit qu'il est même plus méchant. Reste à prouver, mais en tout cas, l'un dans l'autre, c'est les virus qui sont conçus comme ça, et surtout la famille des virus de la grippe. C'est ce qui fait d'ailleurs la difficulté de cette maladie. Et jusqu'à présent, au Sénégal, qu'en est-il de ces souches? Jusqu'à présent, au Sénégal, nous avons la même souche, le nouveau coronavirus, n'est-ce pas? Le Covid-19, c'est lui que nous avons. On n'a pas encore signalé. En tout cas, nous sommes en rapport permanent avec les laboratoires qui nous ont confirmé qu'ils font le travail, notamment le séquençage, pour voir exactement s'il n'y a pas ces mutants. Mais jusqu'à présent, ils disent que nous sommes sur le même type jusqu'à présent. Mais bien sûr expert en vaccinologie. Avant d'arriver sur le vaccin, docteur Ndiaye, dites-nous, y a-t-il une évaluation de la riposte au Sénégal de la première vague de Covid-19? Quels sont les points forts et les points faibles? Les points forts, c'est d'abord d'avoir pu mettre en place un certain nombre d'outils pour détecter à temps la maladie, pour faire la surveillance, pour détecter les cas, pour les suivre jusqu'à guérison, et d'avoir également sur le plan du pays élargi cette détection au niveau de toutes les structures du pays, au niveau de toutes les régions du pays, jusqu'à pouvoir mailler le pays en matière d'accès au diagnostic. Ça, c'est un point fort. C'est-à-dire que tous les laboratoires ou dans toutes les régions, on détecte actuellement le virus. Ça, c'est un point fort. On a pu également, comme je dis, mettre des centres de traitement au niveau de pratiquement de toutes les régions. Bien sûr que Dakar était plus pourvu, mais on a pu mettre tout ça. Le personnel a été formé, les moyens ont été dégagés, et donc également, il y a eu également un engagement communautaire, c'est-à-dire que toute la population s'est mobilisée autour de ça, ce qui fait que les gens, et également une bonne communication, en tout cas, on ne peut pas dire que ce n'est pas une bonne communication parce que jusqu'à chaque jour, depuis plus d'1 an ou 1 an bientôt, chaque jour, on dit aux Sénégalais, voilà ce qui se passe. C'est transparent. C'est transparent. Est-ce que vous pouvez dire à l'opinion que les chiffres que vous prononcez tous les matins sont des chiffres réels? En réalité, peut-être qu'en 1 an ou bientôt 1 an, les gens sauraient que ce n'est pas le cas, qu'on n'a pas pu, qu'on les trompait. Mais aujourd'hui, il est clair que ce que nous disons reste vrai. Les chiffres ont baissé. Ailleurs dans le monde, les chiffres ont augmenté. Les gens ont parlé de vagues, bien que moi je dirais toujours, vague c'est bon quand on en parle parce qu'on se comprenne. On comprend qu'il y a eu augmentation des cas. Et le Sénégal n'a pas fait exception. Et vous voyez, il y a eu cette augmentation. Nous avons dit que ça a baissé, c'était vrai. Ça a augmenté, tout le monde est d'accord. Les décès, on a vu que ça augmente. Et on voit aujourd'hui, c'est le matin même qu'on prend les décès en attendant. On ne les prend même pas maintenant parce que ça peut évoluer. On attend le matin, les chiffres, on est obligé de les clôturer à un moment donné parce que nous travaillons également comme ça. Il faut quand même à un moment donné, on arrête parce que les structures arrêtent pour essayer de faire la compilation des résultats. Peut-être si quelque chose vient en retard, c'est le lendemain. Mais au moins, c'est même le matin qu'on le confirme. Aujourd'hui, l'échantillonnage, c'est entre 1000, 1034, ainsi de suite. 2000 pratiquement. Oui. 2000 testés. 2000 et quelques, 2500. Oui. Alors, vous dites souvent sur 1000 testés, il nous est revenu ainsi de suite. Souvent. Oui.
Alors, ce qu'on remarque, vous voyez, sur tant de tests, vous voyez, le nombre augmente. Oui. Le nombre de positifs augmente. Le taux de positivité, si vous voulez. Donc, ça veut dire que les gens se contaminent. Les gens sont en train de se contaminer. Si vous testiez 1000, vous trouvez 200, ça veut dire que le taux de positivité n'est pas très élevé. Et en ce moment, la contamination entre les sujets exposés et les sujets malades n'est pas très... Mais aujourd'hui, on voit que les gens se contaminent. Oui, mais alors, on reste toujours sous ce chapitre-là. Pourquoi l'accès au dépistage est toujours limité aux voyageurs et aux cas contacts qui ont des comorbidités? Justement, ce n'est pas limité aux voyageurs et ceux qui sont comorbides, c'est-à-dire ceux qui ont des comorbidités. On a dit que l'accès aux tests, les voyageurs, bon, c'est normal, en quittant le pays, on doit savoir, parce qu'on a aussi, on souscrit à un règlement sanitaire international pour ne pas contaminer les autres. Celui qui est c'est-à-dire en contact avec une personne diagnostiquée positive et qui est comorbide, c'est-à-dire qui a une pathologie donnée, une maladie donnée, lui, il vaut mieux, comme je dis, détecter rapidement. Je dis, c'est l'importance de voir cette personne avant qu'elle ne vienne dans un état. Il faut s'assurer qu'elle, elle n'a rien d'abord. Parce qu'il faut l'aider d'abord, elle. Et maintenant, on a dit, en plus de ces deux, toute personne qui vous vient et qui présente un symptôme apparenté ou non à la COVID-19, c'est-à-dire quelqu'un qui est suspect. Donc, quelqu'un qui est suspect, on le teste. Quelqu'un qui a une comorbidité et qui est contact, on le teste. Un voyageur, qu'il soit entrant ou sortant, le sortant, c'est systématique, mais l'entrant, s'il ne vient pas avec un test négatif, on le teste également. Ce qu'il y a, par contre, juste la différence avec ce qu'il y avait avant comme stratégie, c'est qu'on prenait tous les contacts, on les testait systématiquement. C'est une stratégie, on l'a fait à un moment donné. On a su que, bon, c'est vrai, c'est pas mauvais, mais que aussi, en apprenant de la maladie, on sait que cette stratégie, peut-être, elle est bien, parce qu'on parvient toujours à détecter quelqu'un, mais son efficacité reste en réalité limitée. Parce que, encore une fois, la personne, elle est là, contact d'un sujet positif. Vous la prenez, oui monsieur, vous êtes avec tel qui est positif, vous le testez aujourd'hui. Et vous le suivez encore pendant peut-être 7 jours ou 14 jours. Mais si vous le testez aujourd'hui, elle est négative. Dans 2 jours, si elle tombe malade, vous allez encore la retester. C'est clair. Etc., etc. Donc cette stratégie, on l'a fait. Il faut évoluer et évaluer. Comme vous l'avez dit tantôt, on sait que ça peut manquer en réalité. Ce qui était plus utile, c'est de dire à cette personne-là, attention, vous avez été en contact avec monsieur X, qui est positif. Pour l'instant, le contact n'est pas malade. Le contact n'est pas malade. Et nous, on était même allés au-delà des stratégies, même de ce qu'avait préconisé l'OMS. L'OMS disait, certains disaient tout, l'OMS dit, tester, isoler et traiter les patients. Mais les contacts, on a dit, il faut les rechercher et les placer en quarantaine. C'est-à-dire qu'eux, on les recherche seulement et on les place en quarantaine. C'est-à-dire, on leur dit de rester isolés et de respecter les mesures barrières. Voilà donc l'orthodoxie de la stratégie. On est retourné à l'orthodoxie. Avant, on était allé très vite. On était allé très vite pour être corsé, parce qu'en ce moment aussi, il faut l'avouer, nous étions inscrits comme tout le monde dans une stratégie d'étouffer la maladie rapidement, croyant qu'on pouvait venir à bout de cette épidémie au bout d'une période donnée. Mais en réalité, cette maladie, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas évident qu'on puisse la maîtriser dans un laps de temps assez court. Et je le disais, on peut dire que ça fait partie des points faibles du monde entier, des scientifiques, du monde entier, des systèmes de santé, du monde entier, de croire que cette maladie, on pouvait l'éteindre en un peu de temps. C'est lié à la nature du virus? C'est lié à la nature du virus, encore une fois, qui en fait a montré au monde entier que, effectivement, que sur le plan, en tout cas, de l'armement que nous avons actuellement sur le plan scientifique, on est un peu limité. C'est nouveau. Il est nouveau. Il est nouveau sur le plan scientifique. Il est arrivé et ça ne nous a pas permis de prendre le recul nécessaire pour pouvoir venir à bout de cette maladie. Une stratégie pour rendre accessibles les tests rapides. Oui, l'Institut Pasteur de Dakar s'était engagé après avoir reçu des financements pour rendre accessibles les tests
à 1 € finalement. Qu'en est-il, docteur Mamadou Ndiaye? Où en est-on? Oui, je pense que ça a été lancé. Oui. L'Institut Pasteur est dans une très bonne perspective. Et nous pensons que, vous savez, hein, si on a abouti à quelque chose de probant, vous savez également qu'il faudra un minimum de temps de production pour pouvoir satisfaire toutes les demandes en question. Mais je pense qu'il... Les tests rapides, quand même, il fallait y penser. Non, il faut y penser. Je fais partie de ceux qui pensent que réellement, il fallait, dès le départ, développer ces tests. Effectivement, tout le monde est d'accord. D'ailleurs, vous voyez qu'avec l'Institut Pasteur, on a pu avoir quelque chose, n'est-ce pas? C'est sûr que dans les prochaines semaines ou prochains mois, les choses iront mieux encore une fois et que l'accès au diagnostic, actuellement, comme je dis, partout au Sénégal quand même, on a pu avoir, c'est décentralisé et ça ira de mieux. Dès le départ, crier. Voilà, ça irait de mieux en mieux. Et vous voyez, aujourd'hui, 2500 et quelques tests, vous voyez que c'est pas mauvais. Il y a même qu'est-ce qui expliquait qu'il y avait quand même ce retard-là? Parce que pourquoi certains n'étaient pas pratiquement dans ce registre-là? Dans le registre de... Oui, d'aller vers l'établissement des tests rapides. Oui, non, vous savez aussi, parce qu'il y avait un peu de discussion parfois les tests, il y avait quelques petites discussions, etc. Mais je pense que tout ceci est apaisé. Cette maladie, comme je dis, on a appris beaucoup de choses. Donc, en réalité, on peut dire que peut-être que, c'est bon si ça faisait 15 minutes, 20 minutes. Cuba, par exemple, si ça a réussi, c'est parce que pour la première vague, si ça a réussi, c'est parce que vous avez été rapide avec toute l'équipe. Vous dépêchez, détectez les zones du mal, l'axe du mal, dépister le maximum possible et isoler. Oui, tout à fait. Comme je dis, à chaque fois qu'on peut gagner du temps, c'est excellent. À chaque fois. Mais en réalité aussi, il faut avoir aussi parfois de voir un peu les choses telles qu'elles sont. Hein. C'est des choses. Il est arrivé à un moment donné aussi, la tension sur les tests posait problème. Au plan des tests, au plan mondial. D'ailleurs, on se demande actuellement si, encore une fois, les tests, si par hasard on tombé en rupture de tests, etc. Vous voyez, la demande est mondiale. La demande est mondiale, la pression est réelle à tel point qu'on ne pouvait pas se permettre de faire certaines choses. D'autant plus que parfois, dans ça, on allait avoir des stratégies inappropriées parfois. On allait pouvoir peut-être tester comme ça et puis gaspiller, même aller dans le gaspillage. Si vous regardez actuellement, chacun peut-être, dès qu'il y a quelqu'un dans une maison qui a la Covid, tout le monde vous appelle pour se faire tester. Vous voyez? Alors, si on y va, pratiquement, tous les Sénégalais vont se tester. Et puis, si on se testait, on en reste là, d'accord? Mais, comme je vous ai dit, vous testez aujourd'hui, vous n'avez rien, mais 2 jours après, si vous tombez malade, ça ne vous a... Parce que le test, c'est uniquement une photographie à l'instant T donné. Oui. N'est-ce pas? Vous pouvez être là, pendant que quelqu'un peut voyager, quitter un voyage, même si c'est par avion, 48 heures, il peut, au moment où on quitte, on le fait, il est négatif, mais au moment d'arriver, il s'est positivé. La virémie a augmenté. Donc, en réalité, c'est toujours la difficulté de poser entre le juste milieu qu'il faut. Oui. C'était ça. Mais en réalité, je pense que tout compte fait, on va arriver au moment où, en ce moment, on évolue vers pratiquement la généralisation et l'accès des tests à tous. Oui, pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité, Dr Mamadou Ndiaye, expert en vaccinologie pratique, spécialiste en santé publique. Il est directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Dr Ndiaye, oui, il s'agit d'une problématique majeure de santé publique. Oui, la stratégie aussi est importante. Aujourd'hui, pouvez-vous dire à l'opinion que la seule et unique alternative est et reste le vaccin? Bon, je ne peux pas dire que c'est la seule et unique, mais je dis que c'est une perspective extrêmement prometteuse par rapport à la lutte contre la Covid-19. Parce que la Covid-19, il y a au moins, on peut dire, plusieurs aspects. L'aspect préventif, il y a l'aspect prise en charge qui est là, où la personne est malade. Quel que soit ce que vous pouvez faire, vous aurez toujours des malades. Il faut qu'on puisse les prendre en charge correctement. Mais dès qu'un vaccin est arrivé, ou en tout cas se profile à l'horizon, nous disons que tout est, en tout cas, l'espoir reste tout à fait permis. Je vous donne un exemple. Avant d'arriver dans le fond, est-ce que vous pouvez nous dire, en termes de fréquentation des lits, est-ce qu'aujourd'hui nos centres sont submergés au point où il y a une tension? Non. Les centres, quand même, les gens
sont là parce que une tension se manifeste quand vous verrez un malade comme vous entendez parfois globalement, la personne comme vous avez entendu par le passé, on a amené une personne à Principal, on ne l'a pas prise, à Dantec, on n'a pas vu, elle est allée, etc. On ne l'a pas entendue. Donc ça veut dire que, encore une fois, même si on dit patienter le temps qu'on cherche, parce qu'il y a un système de régulation qui est là, qu'on regarde, parce qu'actuellement c'est très bien, c'est fait de telle manière quand même que le SAMU national a une vision instantanée de tous les centres de traitement. Dès que vous dites que vous êtes quelque part, on vous dit que vous avez un lit à Dalal Jamm ou à Kouemo, etc. Une bonne visibilité. Donc, bien que, comme je dis également, on peut vous dire non, attends, là c'est plein, non, patientez, dans une heure, on vous rappelle, etc. Donc, en réalité, on nie pas l'évidence. Effectivement, la tension existe, mais c'est lié au fait qu'on était en train de remettre... Moi, j'ai fait l'exemple, on dit, quand même, on fait attendre. Déjà. Voilà, c'est ce que je viens de dire. J'ai pensé qu'il y avait une tension. J'ai dit donc, on ne nie pas l'évidence, comme quoi que tous les CTE, il fallait les remettre en place. D'autres sont remis en place, mais puisque les gens sont là, on ne les déplace pas. Certains sont déjà pratiquement pleins, ou bien en tout cas sur le point d'être pleins. D'autres sont là, etc. Et il y a, si vous voulez, il y a une asymétrie des maladies. Par exemple, Thiès, Dakar, il y en a beaucoup. Vous voyez, Dakar, il y a beaucoup de tension sur ça. Ce qui fait en réalité, effectivement, que les centres sont vraiment actuellement, il y a une pression sur les centres par rapport au lit, mais c'est des choses... C'est pour ça que vous avez choisi l'axe Thiès-Dakar? Oui, l'axe, c'est pas parce qu'il y a tension sur l'île, c'est parce que Thiès et Dakar sont les régions qui constituent encore une fois l'épicentre de la maladie. C'est là où il y a le plus de cas donnés. Mais néanmoins, ces centres ont été remis en tout cas en état, et donc en principe, tout doit rentrer dans l'ordre actuellement. Il n'y a pas de raison que les choses ne rentrent pas dans l'ordre. Et puis bon, voilà, je pense que c'est peut-être question... Et sur le vaccin? Sur le vaccin, comme je le disais tantôt, que c'est un espoir. La maladie, c'est la prise en charge, c'est la prévention. Mais la prévention, c'est toutes les mesures qu'on a préconisées. On a dit distanciation, lavage des mains, port de masque. Tout ça, c'était pour éviter que le virus ne pénètre. Mais si un vaccin est là, le vaccin, face à une maladie, a toujours été une victoire par rapport à la lutte. Toute maladie, aussi mortelle qu'elle soit, s'il y a un vaccin efficace contre cette maladie, on peut dire que la victoire pratiquement est là. Les maladies les plus mortelles, si on est parvenu à avoir un vaccin, c'est qu'on peut dire que l'espoir est permis. Et aujourd'hui, par rapport à cette Covid-19, moi je dis qu'effectivement, l'espoir est vraiment permis. En moins d'un an ou en un an, on a pu avoir quand même des candidats vaccins, dont certains sont sortis du lot, dont d'autres sont en train de sortir, sont dans le pipeline et vont bientôt sortir, qui sont crédités même d'une efficacité qui est égale ou qui dépasse même certains vaccins utilisés actuellement depuis longtemps. Donc on peut dire que... Mais scientifiquement, qu'est-ce qui a fait cela? Parce que souvent, quand on arrive au stade des candidats vaccins, c'était pas d'habitude le moment où il fallait aller vers la vaccination. On est toujours dans la recherche, dans la procédure. Qu'est-ce qui fait que finalement, à partir du stade de candidat, on est passé directement au vaccin? Oui, vous savez, en matière de vaccins, d'utilisation, etc., nous avons un organisme qui est la référence mondiale. C'est l'Organisation mondiale de la santé. C'est ça. L'Organisation mondiale de la santé, c'est les États, c'est les pays, c'est les garants de la santé et de la sécurité au plan mondial. Et pour rappeler à nos auditeurs, voilà ce que dit l'OMS. L'OMS valide pour la première fois un vaccin anti-Covid-19 au titre de la procédure pour les situations d'urgence et souligne que l'accès doit être équitable au niveau mondial. Très bien. Donc je dis l'OMS homologue les vaccins quand toutes les procédures sont respectées et sont arrivées à terme. Mais également, compte tenu du contexte, peut valider donc également en procédure d'urgence. Quand la procédure d'urgence, on est toujours dans l'urgence. Dans les urgences, et là aussi c'est autorisé, l'OMS l'a prévu. Quand il y a une menace sur l'humanité, comme le cas de cette Covid-19, qui a timoré les économies, les enthousiasmes et tous les pays qui l'a timoré, c'est devenu une urgence. Et vous vous rappelez, c'est une maladie qui a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale. Ça veut dire que tout le monde doit se joindre à ça et des moyens énormes
astronomiques ont été investis pour produire un vaccin dans des délais extrêmement courts. On est arrivé à quelque chose où on a pu avoir des candidats vaccins qui ont prouvé en tout cas quelque chose. Et de ce fait, nous disons que, encore une fois, que c'est une initiative à encourager, que les gens doivent être prêts à prendre le vaccin et y croire, encore une fois, par rapport à ça, pour ne pas laisser place à des rumeurs infondées ou à des choses infondées, etc. Savoir... Il faut leur expliquer cela. Oui, bien sûr. Ils ne sont pas d'accord ou qu'ils n'arrivent pas à comprendre l'intérêt que présenterait un vaccin. Vous êtes expert en vaccinologie. Que pouvez-vous dire à ceux-là aujourd'hui qui ne sont pas encore convaincus? Oui, c'est pour dire que effectivement, c'est normal, comme vous dites, il faut toujours donner aux personnes le crédit par rapport à telle ou telle chose. Le vaccin, même en dehors de ça, tout vaccin qu'on propose à quelqu'un, la personne peut avoir déjà une... C'est la nature humaine qui est comme ça. Parce que un médicament, vous le proposez à quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui vient en consultation, vous lui prescrivez quelque chose, il le prend parce qu'il est malade. Il se sent mal, il a mal quelque part. Et il y a aussi la dimension confiance. La dimension confiance. Oui. Le vaccin, vous le proposez à quelqu'un qui n'est pas malade. Voyez la différence déjà? Quelqu'un qui n'est pas malade, vous lui proposez quelque chose que l'on doit lui administrer pour le protéger contre une maladie éventuellement qu'il pourra rencontrer. Voyez comment ça devient très aléatoire. Vous lui dites, je donne quelque chose, tu n'es pas malade, je donne ça. C'est au cas où tu rencontrerais. Voyez? Et je pose la question, quelle garantie pour convaincre cette personne? Alors, cette personne, la garantie pour lui convaincre, c'est que d'abord, cette personne, elle a vécu dans ce milieu depuis longtemps, elle a des enfants, elle s'est même vaccinée quelque part dans sa vie. Au Sénégal actuellement, je pense qu'on ne peut pas rencontrer une personne qui n'a pas pris une injection, un vaccin dans sa vie. Il a une femme et des enfants. Tout le monde sait que les enfants actuellement, de par l'accès que nous avons des programmes de vaccination, parce que le programme élargi de vaccination est au Sénégal depuis 1976. Et avant lui, les gens se vaccinaient parce qu'il y avait la colonisation. Les colons aussi ne laissaient pas les gens, ils faisaient des campagnes pour éviter les épidémies. L'intérêt avec la polio et voilà. Donc, oui, les gens savent qu'il y avait des vaccins. Mais peut-être ils se posent des questions actuellement par rapport à ça, parce que c'est venu devant eux, ça a été, etc. Mais tous ces vaccins ont traversé les mêmes étapes. Peut-être qu'on dira qu'ici il y a une urgence, mais c'est pratiquement la même chose. C'est pratiquement la même chose, les mêmes procédures, les mêmes procédés, etc. Mais encore une fois, mais que le temps a changé également. Ce qu'on faisait... En faveur de la technologie. En faveur de la technologie. La technologie a évolué. On ne peut pas dire ce qu'on faisait il y a 100 ans, c'est ce qu'on fait actuellement. Le premier vaccin, c'est en 1796. 224 ans. Depuis 224 ans. Vous pensez que depuis 224 ans, pour développer un vaccin, lorsque Jenner développait ces vaccins à partir des vaches, des femmes, etc., jusqu'à présent, actuellement, est-ce que c'est la même chose qu'on doit utiliser? Voilà, les technologies, comment les gens évoluent aujourd'hui, les radios, les télé, le WhatsApp, etc. Oui, avec toute cette technologie. Oui. La confiance n'exclut pas l'alcool. On est dans un monde où il y a des lobbies. C'est là où je disais, donc, effectivement, il y a... Les gens, ils doivent être convaincus, c'est normal. Les gens peuvent être doutés parfois, mais on leur explique, ils peuvent comprendre. Il y a les lobbies, peut-être anti-vaccination, ça existe, c'est très fort dans les pays développés. Des gens qui sont contre tout ce qui est, etc., qui agissent. Il y a des conflits d'intérêts qui sont là. Moi, je travaille pour tel ou tel laboratoire, etc. Il y a des querelles entre eux. Il y a des enjeux mondiaux parce que les vaccins, encore, c'est toujours les firmes privés qui les développent. Donc, c'est extrêmement important. C'est des chasses gardées. Quel doit être le rôle d'un État dans un tel contexte? Le rôle d'un État, c'est bien sûr d'avoir toutes les garanties nécessaires par rapport à son arsenal, par rapport à son arsenal juridique, par rapport à ce qui, sur le plan, ses institutions, pour protéger. Mais n'oublions pas que les États, quand même, ont quelque chose d'extrêmement important dans le cadre de leur protection, l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, ce n'est pas une organisation privée, ou etc. C'est les États qui la composent. Ils défendent l'intérêt des États et l'intérêt des populations. Donc, c'est les États. L'Organisation mondiale de la santé, c'est moi, Sénégalais, c'est toi, Mauritanien, Malien, etc. C'est toi, Français, c'est nous, tous qui sont là-bas, qui représentons les intérêts des États et non les intérêts des particuliers et qui donc agissent sur le plan et pour le seul but
de l'intérêt exclusif de la communauté internationale et de l'humanité. Alors, qu'en est-il pour ceux-là qui parlent des effets indésirables? Est-ce que, docteur Mamadou Ndiaye, ces effets indésirables sont mineurs ou c'est des effets dangereux? Les effets, en tout cas répertoriés jusqu'à présent, d'après le recul, il n'est pas énorme, mais ces effets sont considérés comme des effets mineurs. On ne nous a pas répertorié d'effets indésirables, graves, majeurs qui nous a été notifié et qui a fait le tour du monde jusqu'à présent, depuis que cette vaccination a démarré. Mais encore une fois, dire qu'une chose, puisque nous sommes sur des effets, encore une fois, je le répète, que ces vaccins qui ont été produits jusqu'à présent ont été utilisés quand même à des échelles assez importantes. Même ce qui peut manquer aujourd'hui, c'est le recul dans le temps par rapport à l'usage de ces vaccins. Mais par rapport aux populations exposées à ces vaccins, on a quand même brassé large pour avoir un certain nombre d'effets critiques. Ce n'est pas le maximum, mais on a un certain nombre d'effets critiques qui, jusqu'à présent, on n'a pas répertorié d'éléments majeurs. Donc finalement, peut-on dire effectivement que ces effets indésirables ne restent pour l'heure que des effets mineurs qui sont corrigibles? Bien sûr, c'est exactement ça. C'est des effets mineurs et c'est des effets... Il faut que les gens comprennent également, M. Bayoumar, que ce sont des effets normaux par rapport... Je peux dire que c'est des effets que je peux qualifier de normaux par rapport à un vaccin, par rapport à un médicament, par rapport à autre chose. Oui, vous allez dans n'importe quelle officine du coin, vous achetez un médicament, vous sortez la notice, on va vous expliquer tout et on va y mettre parfois des effets indésirables. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'effets attendus par rapport à chaque molécule ou produit, chaque médicament ou produit pharmaceutique. Il y a un certain nombre d'effets qui seront attendus, qui peuvent être mineurs, qui peuvent même être graves et qui peuvent être répertoriés. Ça peut être. Mais encore une fois, que les gens comprennent le principe d'un vaccin. C'est d'introduire dans l'organisme quelque chose qui va provoquer cet organisme pour qu'il produise. C'est normal que l'organisme réagisse un peu. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est pas quelque chose de... En fait, c'est fait pour ça. Il faut provoquer... Cette réaction est de quelle nature? Non, c'est des réactions, on peut dire, ça peut être une fièvre, ça peut être des épidermies, ça peut être une petite allergie, ça peut être vraiment une petite maladie. Donc, c'est pour reproduire d'une certaine manière des effets qui vont stimuler l'immunité, n'est-ce pas, pour produire l'organisme. Parce qu'il faut tromper l'organisme d'une certaine manière. Lui faire croire qu'il y a quelque chose de nouveau qui est entré et qu'il doit produire des anticorps pour lutter contre une éventuelle maladie. Il faut que les gens comprennent ça comme ça et non quelque chose qui doit entrer dans l'organisme, ne rien faire bouger, etc. Même si on prend un exemple banal, les femmes, elles amènent leurs enfants dans les structures de santé. On leur fait un petit vaccin X, mais toujours l'infirmier, le médecin ou la sage-femme leur donne du paracétamol, lui dit, si le corps fait mal, donne-lui ça, etc. Voilà ce que les gens font. Pourquoi? Parce que c'est des effets normaux par rapport à quelque chose. Encore une fois, mais je vais quand même dire que ces effets doivent être des effets répertoriés, connus, et sont censés ne pas être des effets graves qui mettent en péril la vie de quelqu'un. Mais encore une fois, que les gens gardent ça avec toute proportion et non avancer des choses parfois qui sont plus dans l'ère de l'imagination que l'ère de quelque chose qui est en fait probant et prouvé dans le monde. Mais existe-t-il aujourd'hui une stratégie vaccinale envisagée aujourd'hui? Est-ce que vous envisagez une stratégie? Oui, nous envisageons une stratégie. De quelle dimension, de quelle nature? Une stratégie. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a donc instruit le ministère de la Santé et de l'Action sociale, n'est-ce pas, de développer une stratégie nationale en vue de protéger les Sénégalais, comme tous les pays sont en train de se démêler actuellement pour protéger leurs ressortissants. Aujourd'hui, nous sommes là au Sénégal, mais on regarde les télés et les radios,
On voit que les pays développés, il n'y a même pas de problème. Les gens sont en train, aux États-Unis, en France, Grande-Bretagne, etc. En Allemagne, les gens sont en train de se vacciner. Attention, il ne faut pas que, encore une fois, et j'en profite pour le dire ici, que cette épidémie qui a démarré dans ces pays, soi-disant développés, qui a posé des problèmes là-bas, que l'Afrique revienne, en tout cas nous pays, je ne parle pas de l'Afrique, mais nous pays moins développés, qu'on soit encore les derniers de la classe. Que les gens m'excusent un peu du terme. C'est-à-dire que qu'on puisse voir cette épidémie apparaître dans le monde entier, que des vaccins ou des lueurs d'espoir apparaissent quelque part, que les gens s'empressent de se vacciner et de vacciner leur population, que nous, on essaie d'être négligents jusqu'à ce que nous devenions berceau de ces maladies ou de cette maladie, comme la plupart de certaines maladies qui, on ne les retrouve que chez nous. Il ne faut pas qu'on en arrive là. Oui. Que cette maladie disparaît ailleurs parce que les gens ont fait la vaccination, ont pris des mesures et que nous, on se retrouve ici à avoir ces maladies ou cette maladie ou autre chose. Donc la stratégie, elle est déjà mise en place. On nous a instruits. Et la mise en œuvre, vous êtes au stade de la mise en œuvre. Nous sommes au stade de la préparation du plan parce que, encore une fois, une vaccination, une stratégie, ça se prépare. Une guerre, ça se prépare. C'est une stratégie et il faut la. C'est vrai que nous sommes routiniers ou coutumiers des faits parce que nous vaccinons depuis 40 ans. Nous faisons des campagnes depuis 40 ans, n'est-ce pas? Nous pouvons nous y prendre, mais encore une fois, ce n'est pas nous seulement les parties prenantes. Nous voulons que ça soit un mouvement d'ensemble, que les populations le comprennent, que tous les Sénégalais le comprennent. Va-t-il être gratuit, le vaccin? Le vaccin sera gratuit. Ça, c'est. En tout cas, il sera gratuit au Sénégal par rapport à... À nombre suffisant? À nombre suffisant. Parce que là, quand même, je vais modérer mes propos. Nombre suffisant, il faut vous dire en toute vérité que des vaccins suffisants ne pourront pas être obtenus dans le monde entier. Je le dis ici, dans le monde entier durant l'année 2021. Ça, c'était des prévisions qui étaient faites. Compte tenu du contexte où on trouverait le vaccin et la production mondiale ne peut pas aujourd'hui satisfaire les besoins de l'ensemble des pays en quantité suffisante. Je m'explique. Oui. Je m'explique. Parce qu'encore une fois, l'année 2021 a démarré. Les premiers vaccins sont déjà disponibles ailleurs. Et actuellement, tous les pays sont en train de se démêler pour faire de telle sorte que les vaccins arrivent, etc., en préparant leur plan, en se préparant, etc., en les mettant en place, etc. Donc, tout au plus, la vaccination pourra démarrer peut-être dans quelques semaines, peut-être on peut dire dans 2-3 semaines, ou bien parfois même ça peut aller jusqu'à... Au Sénégal. Non, dans les pays actuellement, les pays développés, le Sénégal... Oui, non, je parle des pays africains, certains ont démarré, mais de manière unilatérale, etc. Mais je veux dire, pour que la vaccination soit confortablement lancée dans ces pays, il faut compter quelque chose comme 2 ou 3 mois pour pouvoir... Au mois de mars. Voilà, mi-mars, on pourra avoir des premières doses, peut-être dans les prochains jours ou prochaines semaines, mais encore une fois, il faudra... Quelles sont les cibles? Les cibles... On a demandé, en tout cas dans le plan actuellement que nous sommes en train de concocter, c'est tous les Sénégalais pratiquement sont les cibles, mais quand même il y a des priorités, comme on dit, des cibles. Admissibles. Les Sénégalais sont admissibles, oui. Mais nous avons des cibles prioritaires. Les cibles prioritaires, nous pensons que au premier rang, nous pensons que les personnes, d'accord, les agents de santé de première ligne, oui. Ceux qui sont là exposés, si vous voulez, dans les CTE qui soignent, etc., ils sont prioritaires s'il y avait une tension sur les vaccins. Les personnes qui ont des comorbidités, quelqu'un qui est là, qui a une pathologie X donnée. Et âgé. Voilà, et vous connaissez donc les personnes âgées également. Je pense que les personnes qui ont qui sont même comorbidité, c'est-à-dire plusieurs morbidités, mais qui présentent une pathologie X donnée, n'est-ce pas? Ils sont donc ceux des porteurs de maladies chroniques, les sujets âgés, les personnels de santé de première ligne et ceux qui ont des comorbidités, c'est-à-dire plusieurs pathologies en même temps. Ils sont, comme je dis, prioritaires. Ils sont prioritaires. Et certains Sénégalais également, qui peuvent être dans le plan qu'on est en train de finaliser, les plans, les personnes de santé, les personnels, les Sénégalais qui, de par leur profession, sont exposés à la maladie. Ça aussi, ces gens aussi. Mais, encore une fois, c'est tout le monde, mais on dit,
même s'il y a... Tout le monde circule tout le monde est dans la circulation. Oui. Mais il y a des priorités parfois. Priorité à droite ou à gauche, etc. Il y a des priorités. Ça permettra à certains de se faire vacciner en attendant qu'on puisse avoir suffisamment de doses pour que l'ensemble des populations soient là. Dr Ndiaye, invité d'objection, Dr Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Alors, docteur, diverses études montrent une forte réticence, voire les réduits du vaccin Covid-19. Qu'est-ce qui va être fait pour ces gens-là? Oui, encore une fois, dans toutes les vaccinations, dans tout élément, il faudra qu'on puisse expliquer. Les gens, peut-être, la plupart des personnes, c'est pas parce que les gens ne veulent pas. Parfois, on ne comprend pas, on a besoin d'être convaincus. C'est-à-dire que les personnes, il y aura des plans de communication, des discussions avec les gens, une interaction avec les gens, et les gens finiront par comprendre. Et également, les gens finiront par observer que le monde étant un village planétaire, que en fait ce qu'on dit en réalité c'est pas ça et c'est ça, et les gens finiront par admettre la vérité. Tout compte fait, il faut un engagement communautaire, il faut dialoguer avec les gens, il faut communiquer, il faut leur montrer, il faut les convaincre. Encore une fois, il faut échanger avec eux pour que les appréhensions ou les inquiétudes des uns et des autres soient apaisées à travers des démonstrations données, à travers des discussions, à travers des échanges fructueux. Mais nous allons également utiliser tous les canaux disponibles au Sénégal, notamment que ce soit la presse, que ce soit les acteurs communautaires, que ce soit les guides religieux, que ce soit les leaders politiques, que ce soit les leaders communautaires, et ainsi de suite, discuter avec tout le monde. Chacun peut, en tout cas à son niveau, voir, etc. Parce qu'aujourd'hui, on parle seulement, mais je pense que les Sénégalais, pour l'essentiel, sont convaincus de l'existence de la maladie. Ils sont convaincus de l'existence de la maladie. Donc, si on est convaincu de l'existence d'une maladie, celui qui te fait un prélèvement X, qui va analyser, tu ne connais pas comment il l'a analysé, tu ne sais pas quel est le processus, tu ne sais pas quel est le produit qu'il a utilisé, jusqu'à te dire que tu as un virus X. Si celui-là travaille jusqu'à t'amener quelque chose, te dit voilà le médicament ou le vaccin qui va te soigner, je pense que la moindre des logiques, c'est de pouvoir croire à cette personne. Parce que ce qu'elle t'a dit pour croire que tu as la maladie doit te faire admettre également que quand telle chose est là pour te prévenir de cette maladie, tu dois en tout cas l'accepter. Parce que quelqu'un te dit tu as la maladie, tu l'acceptes, il te fait le diagnostic, il prélève, etc. Mais s'il te dit ça aussi c'est bon, pour vous prévenir, je pense qu'on doit pouvoir accepter. Oui, qu'en est-il des mesures qui sont prises par le chef de l'État? Le port du masque, on a parlé des mesures barrières, mais surtout ces mesures à impact économique. Est-ce que ces mesures seront suivies d'effet finalement? Elles seront forcément suivies d'effet. Parce qu'encore une fois... C'est ce qu'on voit à l'heure, par exemple, la descente à partir de 20h, 21h. Mais voilà, c'est le sauve qui peut. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous ne risquez pas l'effet contraire? Oui, c'est le sauve qui peut quand même, c'est vrai. C'est vrai, il y a 1 heure de temps ou 2 heures quand même où les gens quand même ont des problèmes. Ça, c'est une réalité. Oui. Peut-être que malheureusement, c'est des effets adverses, comme on dit, des dégâts collatéraux. Oui. Mais je pense que l'objectif visé au-delà semble être plus salutaire. Je pense que si les gens, en 24 heures, si on parvenait à diminuer dans ces 24 heures une tranche horaire qui fait que les gens peut-être seraient moins exposés, c'est toujours salutaire. Et aussi, c'est reconnu scientifiquement que ces mesures qui limitent un peu les déplacements, qui limitent la distanciation physique, le port de masque, le lavage des mains, c'est des mesures objectivement qui produisent des effets. Ça a été prouvé. Peut-être que l'effet n'est pas immédiat, mais encore une fois, on a vu que ailleurs, peut-être que les gens sont un peu plus stricts, disciplinés entre guillemets, peut-être que nous, mais à chaque fois qu'on a fait ces mesures, ça parvenait quand même à avoir des effets donnés. Et d'ailleurs, si on a réussi, entre autres, lors de ce que vous avez appelé la première vague, entre autres, il y a qu'on a fait des mesures qui, en interdisant même le transport entre régions, ou etc., en faisant un couvre-feu, etc., ces éléments ont fait que peut-être c'est des éléments qui ont contribué au fait qu'on ait pu gagner, en tout cas prendre le dessus, si vous voulez,
même si le dessus est relatif par rapport à la première guerre ou à la première vague, comme vous l'avez dit. Oui, entre-temps, il y a eu le relâchement. Qui nous a conduit là. Mais alors, docteur Mamadou Ndiaye, oui, les chiffres, oui, vous travaillez sur un échantillonnage. Parce que quand je regarde les données de l'OMS, c'est clair que l'OMS estime que seuls 12% des cas sont notifiés. C'est faible quand même. Oui, bon. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aussi encore à faire à ce niveau? Il y a toujours encore à faire. Il y en a toujours. Parce qu'on ne peut pas dire que pratiquement, comme je dis, il y a des gens qui ne viennent pas. Ça, c'est la réalité. L'OMS, quand on le dit, c'est aussi une moyenne globale. Parce que tous les pays ne détectent pas de la même manière. N'est-ce pas? Tous les pays ne détectent pas de la manière globale. C'est une moyenne. Toujours, parce que les systèmes de santé des pays ne sont pas les mêmes. Moi, je sais qu'au Sénégal, on peut dire qu'on doit être au-delà de ce chiffre. Au-delà de ce chiffre. Donc, encore une fois, il y a des pays qui ont des systèmes qui, en fait, etc. Mais au Sénégal, moi, je pense que le système, on ne dira pas qu'il est performant à tout point de vue, mais je pense qu'il est suffisamment outillé pour pouvoir détecter les cas où est-ce qu'ils peuvent se situer au Sénégal, en tout cas. Et je pense que, comme je dis, maintenant, il y a quand même notre mentalité qui est là, comme je vous ai dit tantôt, quelqu'un qui est là à chaque fois qu'on a la Covid ou enfin un syndrome grippal, on dit que c'est pas ça. Et peut-être on peut arriver même à ne pas aller pendant que c'était la Covid et qui par hasard, puisque ça peut guérir également spontanément et on guérit. Ça aussi, ça peut arriver. Oui, parce que dans le management de la Covid-19 également, est-ce que vous n'avez pas l'impression que certaines personnes aussi présentent d'autres pathologies liées justement souvent à la Covid-19, notamment la pneumonie par exemple? De plus en plus, on constate ça quelque part, mais finalement, dans le management, est-ce que de ce point de vue, il n'y a pas des choses à revoir? Oui, vous savez, on peut avoir plusieurs maladies. On peut avoir la Covid et autre chose. Est-ce que ça n'exigerait pas la pluridisciplinarité dans le management aujourd'hui? Oui. Parce que, oui, des maladies, on présente d'autres tableaux beaucoup plus critiques. Tout à fait. À la mort. D'ailleurs, c'est ce qui se passe actuellement, d'ailleurs. Oui. Je pense que la pluridisciplinarité là dont vous parlez, de fait, les professionnels de la santé, ils le privilégient aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un est hospitalisé en cardio, les gens font peut-être parfois le test ou ailleurs. Comme vous l'avez dit, la finalité, c'est le vaccin. Mais avant qu'on en arrive au vaccin, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour éviter au maximum possible ce virus? D'abord, un des éléments, peut-être qu'il n'y a pas une hiérarchie dans les initiatives, mais actuellement, première des choses, c'est de respecter les mesures barrières. Ça a été en dehors du vaccin et en dehors d'autres choses, ce sont les mesures universellement admises aujourd'hui pour éviter, en tout cas limiter la propagation de ce virus. C'est-à-dire, c'est le port de masque, c'est le respect des distances physiques, c'est également le lavage des mains pour se débarrasser. Vous savez, la main, c'est la source de tous les maux. M-A-U-X, comme vous le dites, n'est-ce pas? C'est ça, c'est elle qui va partout, etc. Donc, ces éléments-là, il faut les respecter. Ça fait partie des éléments connus et reconnus au plan universel. Deuxièmement, il faudra que les gens puissent être détectés très tôt. Et détecter très tôt signifie, la détection précoce signifie les services en question, avoir accès aux services pour pouvoir, dès qu'on vient, on est vu, on est reçu, on est détecté, mais également que les personnes puissent également peut-être se déplacer vers ce truc. Donc la détection, il faut que deux entités jouent pour que ça soit bon. Il faut que la personne même aille vers les structures de santé, puisqu'on n'a pas dit un dépistage actif, mais il faut également que quand on vient, qu'on puisse avoir accès. Si la personne, dès qu'elle a un petit rhume, elle se dirige vers une structure de santé, mais qu'elle ne trouve pas un répondant, ça pose problème. Il faut donc que les deux entités soient en symbiose, que les personnes se déplacent vers les structures dès qu'elles sont malades, mais qu'elles trouvent également des répondants pour les détecter. Ça, c'est également quelque chose de très important. Donc la détection précoce, c'est le respect des mesures barrières, ça c'est un élément extrêmement important, mais que les personnes qui sont malades, dès qu'on est malade, ça rejoint les autres, qu'on puisse
même si on est dans les maisons, parce qu'actuellement on admet qu'on peut guérir dans une maison, mais que dans sa maison, qu'on puisse ne contaminer personne, qu'on respecte les mesures, qu'on s'isole quelque part dans le coin, dans sa maison, dans sa chambre, on peut guérir sans contaminer les autres. Donc ça, c'est également un des éléments. Et maintenant, il y a également que le problème de prise en charge se fasse correctement dans les structures de santé. Quand on vient, on est hospitalisé, on est jusqu'à guérison, on s'en sort. Et enfin, l'autre mesure, c'est faire en tout cas confiance aux mesures préventives, à la vaccination qui est en perspective. Si cette vaccination arrive en tout cas comme souhaité et comme nous le souhaitons, comme les autorités, et même comme la plus haute autorité du Sénégal, notamment son Excellence, y travaille, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, y travaille l'ensemble du gouvernement et tout le monde et tous les Sénégalais comme ils le souhaitent, que quand il y aura un ou des vaccins disponibles, que les gens puissent le prendre pour éviter encore une fois, dès qu'il y a un vaccin contre une maladie, il faut savoir qu'il y a une maladie évitable. La maladie devient évitable, entre autres. Oui. Et c'est dommage de mourir d'une maladie évitable par la vaccination. Exact. N'est-ce pas? C'est regrettable que ça soit comme ça. Mais si un vaccin efficace ou les vaccins comme ça se profilent actuellement arrivent, qu'on puisse y travailler et que les gens surtout aient accès à ça aussi, parce que c'est important. Aujourd'hui, je fais une révélation. Il faut savoir que les pays développés, parce que je disais que c'est impossible de vacciner tout le monde peut-être en un temps record durant cette année. Pourquoi? Parce que les pays développés ont commandé ou réservé 50%. Les pays développés qui représentent 15% de la population mondiale ont réservé 50% de la production. Mais vous voyez, l'OMS insiste sur l'aspect équitable. C'est pourquoi l'OMS est en train d'alerter sur l'aspect équité. Vous dites, docteur, que... Je dis que 15%, les pays développés, qui représentent 15% de la population mondiale, ont commandé 50% de la production annoncée. Mais ce n'est pas équitable, ça. Vous voyez, non, c'est pour dire seulement, parce que attention aussi, il faudra qu'on sache une chose, Bayomar. Oui. Ces vaccins, c'est des vaccins, c'est pas pour les États. C'est clair. C'est des privés qui ont développé des moyens et qui vendent. Oui. Donc, il faut une régulation quelque part. Et la régulation doit venir de qui? De ce qui peut représenter les États. Oui, mais l'accès aux soins. L'accès, non, c'est la grande bataille. Donc, c'est un droit universel, mais Bayomar, c'est pourquoi nous avons, entre autres, l'Organisation mondiale de la santé qui a créé un fait qui avec certains, l'OMS, l'UNICEF, Gavi Alliance, n'est-ce pas, avec le soutien de l'initiative, ce qu'on appelle l'initiative COVAX. C'est-à-dire que près de 170 États dans le monde ont créé une initiative pour rendre accessible. C'est-à-dire qu'au moment aux personnes vulnérables. Voilà, pour qu'au moment où le vaccin sera disponible, pour que les pays moyens nantis n'aient pas de problème à accéder. C'était pour une garde, c'est-à-dire que les plus forts protéger les moins forts pour que tout le monde puisse avoir accès. Cette initiative, également, elle est là pour permettre aux gens d'avoir accès. Sinon, les plus forts... Qu'est-ce qui est en train d'être fait au Sénégal pour quand même éviter... Le Sénégal, je rappelle que le Sénégal est dans cette initiative COVAX et que nous allons bénéficier de l'accès à ces vaccins, n'est-ce pas? Conformément... Nombre suffisant. Non, nombre suffisant, encore une fois, c'est là où ça se discute encore une fois. Nous allons en tout cas... Parce que ça c'est pas exclu. Parce que ce qu'ils disent, c'est une chose. Cette initiative, c'est vous permettre d'accéder et d'avoir un mécanisme d'accès. C'est-à-dire que je peux avoir déjà quelque chose, mais si je veux également acheter le maximum, parce que chaque pays ira avec ses moyens, dans cette initiative, on va vous soutenir pour que vous puissiez y accéder selon vos possibilités. Donc, selon les moyens que vous avez, vous pouvez vous procurer des vaccins à hauteur de ce que vous souhaitez. Mais encore une fois, pas dans peut-être le temps souhaité. Comme je dis, parce que les productions aussi, il y a une limite dans un temps relativement court. On ne peut pas peut-être avoir, tout le monde ne peut pas avoir ce qu'on veut immédiatement. Vous pouvez avoir ce que vous voulez, mais écoutez, c'est des commandes qui seront échelonnées dans le temps. Je donne l'exemple. Au Sénégal, nous avons des vaccins que nous donnons
chaque année par rapport à notre programme de routine. Mais nous ne les avons pas d'un seul coup. On commande au fur et à mesure. Donc, encore une fois, les productions peuvent être faites et échelonnées. Mais, encore une fois, si on admet que nous pouvons y aller en protégeant d'abord, vous savez, il faut être méthodique. On dit on protège d'abord, parce que même dans les urgences, il y a des priorités. C'est ça. Ou bien même dans les priorités, il peut y avoir des urgences. Couvrons telle et telle personne, ok. Prenons telle personne. Aujourd'hui, on sait que la Covid-19 n'épargne personne, y compris les jeunes. Oui. Mais si vous êtes coincé, je dis, je prends d'abord les 60 ans ou les 55 ans et plus. Après, je peux... Les plus vulnérables. Peut-être que je vais m'adresser ensuite... Même si vous êtes exposé à la voilà, etc. Oui. Les gens vont critiquer, mais on dit voilà... c'est accès à... Oui. Je dis, je prends comme ça. Peut-être, je suis dans une radio, mais je dis, je prends peut-être... Je donne un exemple. Ce n'est pas le cas du Sénégal, mais je prends par exemple les maisons d'arrêt de correction, par exemple. Les gens sont dans une atmosphère close, etc. Peut-être. Je peux dire, je prends peut-être les services de défense et de sécurité qui sont peut-être exposés, ainsi de suite. Donc, encore une fois, c'est pour dire seulement que quand vous êtes un peu dans une atmosphère ou dans une situation de contrainte, d'urgence, vous devez pouvoir imaginer un processus qui vous permet de vous en sortir. Parce que vous voyez, l'OMS a l'homologation d'un vaccin. C'est des procédures et des processus. Mais l'OMS a créé même de par son fonctionnement ce qu'on appelle l'acceptation en procédure d'urgence. Ça aussi, ça existe. Donc, il faudra... Tout est encadré. Tout est encadré, on veut le dire, ce qu'on veut dire. Voilà. Oui, docteur Mamadou Ndiaye, merci. Merci, Bayoumar. Vous l'avez dit, la situation est complexe. Vous l'avez dit, c'est difficile. Mais avec la résilience et la responsabilité de tout un chacun, le Sénégal mobilisé est à l'assaut de la Covid-19. Et justement, les prochains jours, nous édifierons sur ces mesures qui ont été prises et leur impact sur le terrain. En tout cas, ça a été un plaisir, encore une fois, de vous recevoir. Mais encore une fois, les gens sont stressés, les gens ont des craintes, mais on est loin de cette panique. De ce point de vue, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait avec les psychologues, les psychiatres et tout? Oui, parce que, encore une fois, depuis le début, on a essayé de mettre dans l'engagement communautaire toutes ces personnes qui pourront permettre aux gens de mieux comprendre et d'éviter la peur parfois. Il y a même une cellule psychosociale dans le cadre de notre comité pour essayer... Au niveau du personnel médical. Voilà. Il n'y a pas encore de crainte à ce niveau. Au niveau du personnel... Il y a un stress qui est maîtrisé. Mais il y a un stress qui est là, effectivement, que les gens tentent de maîtriser. Il n'y a pas de situation grave. Il n'y a pas de situation grave, mais attention quand même, je veux dire que ça fait pratiquement un an que les gens sont tendus, sont sous les nerfs, etc. On voit la nervosité, on voit tout, mais encore une fois, les gens, heureusement qu'ils sont un peu habitués à vivre un stress permanent, mais encore une fois, il ne faut pas que ça perdure, encore une fois. Il faut qu'on puisse avoir un second souffle. Même si les gens parlent de seconde vague, moi je pense qu'on doit avoir un second souffle. Je pense même qu'à toute chose, malheur est bon. Je pense que ce rebond de l'épidémie peut nous faire, en tout cas, nous ressaisir l'ensemble des Sénégalais, encore une fois, qu'on dépasse ces petits états d'âme, des états d'âme dans la rue, etc., que tout le monde puisse comprendre qu'encore une fois, c'est des choses qui sont là et qu'on peut arriver à prendre le dessus par rapport à cette maladie. Je pense que si tout le monde s'y met, on pourra la dépasser et que, pourquoi pas, elle pourra être rangée dans les oubliettes. Moi, je suis convaincu que cette maladie elle est en train de livrer ses derniers combats. Moi, je termine par un optimisme en disant que ça, c'est la voie désespérée. C'est la voie désespérée de la Covid-19 qui est en train de s'acharner et pour pratiquement sous peu plier bagage. Parce qu'encore une fois, elle ne pourra pas perdurer. Compte tenu de l'enjeu de la vaccination qui se dessine, de l'enjeu des mesures dictées par les autorités politiques, etc., de par l'engagement des religieux, de par l'engagement de la communauté même, parce qu'encore une fois, tout le monde est convaincu que c'est une maladie qui est là et qu'il faut... tout le monde a le masque, mais il faut que les gens fassent un effort pour le porter régulièrement et convenablement, surtout et correctement, comme je le dis chaque matin. Ça a été le cas, masque porté tout au long de cette émission, gel hydroalcoolique à la main, engagement
perceptible. Merci encore une fois pour cet homme qui se bat au quotidien contre cette Covid-19 à l'image de tout un pays qui fait face à cette épidémie. Encore merci et tous nos encouragements. Merci Bayouma, c'est à moi de vous remercier. Ça n'est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Au revoir.